tiens à remercier Monsieur Dolande, le proviseur du lycée, qui se cache là-bas au fond. Je le remercie d'avoir bien voulu nous accueillir ici au lycée Paul Claudel. Je tiens aussi à remercier Monsieur Marissal, le proviseur adjoint, Madame Thiam, qui est l'agent comptable du lycée, et puis aussi Guy Bailly, notre dynamique CPE, qui a organisé cette soirée. Alors, on a l'habitude maintenant de venir ici au lycée Paul Claudel, puisque c'est la deuxième fois. L'année dernière, on était là pour écouter Joël Tour évoquer la figure de Louis Maco, le 9 novembre 2018. On est toujours très bien reçus au lycée Paul Claudel, c'est pour ça qu'on revient régulièrement. Alors ce soir, on revient ici plus particulièrement pour rendre hommage à Claude Carême. Donc Claude Carême est décédé le 19 avril 2017. Il a été enseignant ici, professeur d'histoire et de géographie pendant très longtemps. Il a fait ici l'essentiel de sa carrière, puisqu'il a enseigné ici de 1978 jusqu'à son départ à la retraite en 2009. Et des générations d'élèves sont passées devant lui et il les a profondément marqués par sa fougue, sa passion, son dynamisme. Et Claude a été aussi pendant longtemps président de la Société historique de Haute-Picardie, puisqu'il a été président de 1996 à 2012, avec une interruption seulement de 2 ans. Et Claude a aussi été président de la Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne de 2005 à 2008. Alors il a été, vous vous en souvenez, il a été un président très dynamique. Et on lui doit d'innombrables conférences, et en particulier aussi 2 colloques qu'il avait organisés ici à Laon. Donc un colloque en 2007 sur l'Aisne et la musique à travers les âges, et un deuxième colloque en 2011 sur Laon et l'Europe au Moyen-Âge, donc un grand foyer de culture. Et Claude était aussi l'auteur d'une thèse de doctorat qu'il avait soutenue à l'Université de Reims en 1996, une thèse consacrée à Vervins, une de ses autres passions, Vervins de 1750 à 1789, et il avait particulièrement étudié les rapports entre le corps de ville de Vervins et l'État. Alors Claude a été aussi l'auteur de très nombreux articles sur l'histoire de Laon. Alors il s'est beaucoup intéressé au XIXe siècle. Ces articles, vous pouvez les lire dans les mémoires de la Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne, dans Élan, le journal de la ville de Laon, et puis aussi dans l'Ami du Danois, la revue de la Société des Amis de Laon et du Danois. Alors comment rendre hommage à Claude Carême? On en a beaucoup discuté lors des différents conseils d'administration de la Société historique de Haute-Picardie. Bon, le lieu, c'était assez facile. Faire ça au lycée Paul Claudel, ça allait de soi. Il a habité ces lieux pendant si longtemps. Bon, on aurait pu faire ça dans le bâtiment des archives départementales, où on tient d'habitude notre réunion mensuelle. Mais bon, c'est un nouveau bâtiment, inauguré en décembre 2018, et Claude, finalement, ne l'a jamais connu. Donc ici, le lycée Paul Claudel, c'est le meilleur endroit. Et puis d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'à l'endroit même où je me trouve, Claude a fait une de ses dernières conférences. C'était le 10 avril 2014, et il a fait une conférence ici même, sur cette estrade, sur Laon et ses lycées. Il a retracé l'histoire des lycées de Laon, et en particulier l'histoire du lycée Paul Claudel. Alors vous pouvez l'écouter, cette conférence, sur la page YouTube de la Société historique de Picardie, et son texte a également été publié dans notre bulletin. Alors, quelle forme donner à l'hommage à Claude Carême? Alors, on a choisi de lui dédier un volume de notre bulletin, le bulletin de la Société historique de Picardie. Alors, vous savez peut-être qu'on l'a ressuscité, ce bulletin de la Société historique de Haute-Picardie, parce qu'il avait cessé de paraître en 1952. Et en 2013, eh bien, on a sorti le 19e volume, donc 61 ans après le 18e.
Et Claude, à ce moment-là, il n'était plus président de la Société historique de Picardie depuis un an, mais il avait été ravi de voir ressusciter le bulletin de la Société historique de Picardie, d'autant plus qu'on a publié dans ce bulletin les actes du colloque que Claude avait organisé sur l'An et l'Europe au Moyen-Âge, donc un grand foyer de culture. Et d'ailleurs, lors de la sortie de ce volume de 2013, Claude avait été interviewé par un journaliste de l'Union, et le journaliste de l'Union l'avait photographié alors qu'il tenait dans une main un vieux volume du bulletin datant des années 30, et dans l'autre main, le nouveau volume, le tome 13, le tome 19, celui qui est sorti en 2013. Donc il était assez fier de la renaissance du bulletin de la Société historique de Picardie. Donc on a pensé tout de suite à lui consacrer donc, un nouveau volume. Donc c'est le volume 21 que vous pourrez avoir tout à l'heure. Chaque membre de la Société historique aura droit gratuitement à un volume de ce bulletin. Alors on a lancé un appel à contribution pour des articles. On a lancé un appel à tous ceux qui avaient connu Claude. Et on a eu beaucoup de réponses. Alors vous verrez, parmi les auteurs, il y a 15 auteurs. Il y a 15 auteurs qui ont fait donc 15 articles. Alors il y a une ancienne professeure de l'université de Reims, en histoire ancienne, qui avait eu Claude comme étudiant, donc dans les années 70, c'est Nicole Moine, qui est aujourd'hui à la retraite et qui a bien voulu faire un article. Alors on a demandé aux auteurs d'étudier un aspect de l'histoire de l'An et du Lannoy. Et ensuite, il y a des collègues, des anciens collègues de Claude qui ont fait des articles. Donc il y a 7 anciens collègues. Il y en a beaucoup qui sont ici parmi nous, Guy Marival, Thierry Boulogne, Patrick Cavelier, Michel Lajariche, donc des gens qui avaient bien connu Claude ici au lycée Paul Claudel. Il y a aussi 5 historiens de l'An et du Lannoy issus de l'université comme M. Saint-Denis, qui aussi a participé à ce volume, mais il y a aussi des gens des archives, les archives départementales de l'Aisne, Fabienne Bliot, Jean-Christophe Dumas, et puis des gens aussi issus du monde associatif de l'An, Frédéric Poitvin, donc l'ancien président de l'association Marquette-Julienne, qui est membre aussi, bien sûr, de la Société historique de Haute-Picardie. Voilà, donc 15 auteurs que je remercie d'avoir bien voulu contribuer à ce volume. Et je tiens aussi à remercier Jean-Christophe Dumas et Fabienne Bliot qui ont préparé ce volume. Ce sont eux qui ont relu les articles. Fabienne a fait la mise en page. Elle s'est occupée aussi des relations avec l'imprimeur. Donc un grand merci à eux. J'ai la chance à la Société historique d'avoir une équipe très dynamique. Finalement, je n'ai pas besoin de faire grand-chose personnellement. Et donc, je les remercie beaucoup. Alors, pour rendre hommage à Claude Carême, on a aussi bien sûr pensé à associer à cet hommage Monsieur Saint-Denis. Claude avait beaucoup de considération, beaucoup d'amitié pour Alain Saint-Denis. Alain Saint-Denis, il avait participé au colloque que Claude avait organisé en 2011 sur l'An et l'Europe au Moyen-Âge, un grand foyer de culture. Et puis vous vous souvenez peut-être que le 13 avril 2012, pour l'anniversaire de l'insurrection de la commune de Laon et pour l'anniversaire de l'assassinat de l'évêque Gaudry, donc le 25 avril 1112, eh bien, Claude avait invité Alain Saint-Denis pour évoquer cet anniversaire et M. Saint-Denis avait bien voulu faire une conférence donc dans l'Impal. Ça avait été aussi un gros succès et Claude était très fier de ce succès. Donc, je remercie Monsieur Saint-Denis d'avoir bien voulu venir s'associer à cet hommage à Claude. Et on a aussi utilisé cet hommage comme occasion pour rééditer le grand classique de l'historiographie lannoise, les livres de Monsieur Saint-Denis, Apogée d'une cité, l'histoire de Laon et du Lannoy au XIIe et XIIIe siècle. Donc on l'a réédité. Alors la première édition datait de 1994. Elle était épuisée, on pouvait difficilement la trouver chez les bouquinistes. Donc on a eu l'idée, et puis M. Saint-Denis a
accepté, bien volontiers. On a eu l'idée de faire réimprimer ce livre, et M. Saint-Denis a ajouté un avant-propos original, et puis aussi un supplément bibliographique. Voilà, donc vous pourrez il y a une souscription qui a été lancée, hein, ceux qui ont souscrit pourront le prendre à l'issue de la conférence, et puis si ça vous intéresse, la Société historique le met en vente, et vous pourrez même le trouver au village du livre de Merlieu dimanche, hein, parce que M. Saint-Denis sera présent. Alors aujourd'hui, M. Saint-Denis va nous évoquer une Lannoise dont il est tombé amoureux. Hein, il y a beaucoup de Lannoises dont il est tombé amoureux finalement. Bon, mais celle-ci a vécu au XIIIe siècle et donc c'est Agnès Poire. Donc merci beaucoup et merci beaucoup à M. Saint-Denis d'avoir bien voulu venir faire cette conférence. Merci. C'est moi qui dois vous remercier, Monsieur le Président, de m'avoir invité pour cet hommage à Claude Carême. Comme vous l'avez dit, c'était un ami et je lui dois beaucoup, car il a beaucoup contribué, d'abord à m'encourager et ensuite à faire connaître mes travaux. Il m'invitait régulièrement, dans le cadre de cette société, à venir présenter tel ou tel point original des travaux que j'effectuais. Et j'ai d'excellents souvenirs de ma collaboration avec lui. Et il était à mes yeux un vrai professeur d'histoire, celui qui se nourrit dans les archives, celui qui, avec beaucoup d'engagement, forme les jeunes, forme des jeunes citoyens, et aussi celui qui prend soin de diffuser largement la connaissance historique en organisant des colloques, en organisant les réunions et bien sûr en faisant vivre une société historique. Il fallait pour ça beaucoup d'énergie, beaucoup de constance, il n'en manquait pas. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait. Et les Lannois lui doivent beaucoup, Laon a beaucoup de chance. Et il a trouvé un digne successeur, car nous voyons que cette société reste très vivante et que la diffusion des connaissances et le travail historique continuent fermement dans cette belle ville de Laon. Alors, oui, bien sûr, je vais vous parler d'une vieille connaissance. Une vieille connaissance, oui, parce que je l'ai rencontrée au détour du cartulaire de l'Hôtel-Dieu de Laon en 1979. Il y a 40 ans. Agnès Poire. Poire, ce n'est pas vraiment un nom qu'on oublie. Surtout quand on sait qu'elle a une petite cousine qui s'appelle Orange. Quand vous rencontrez Orange Poire dans un manuscrit du XIIIe siècle, ça crée quand même une surprise. Est-ce que ce sont là des marchands de fruits? En tout cas, Agnès Poire ne m'a pas déçu parce que... après avoir accumulé toutes les archives nécessaires à la réalisation de ma thèse, je me suis rendu compte qu'elle apparaissait dans une quarantaine de documents. Pour une femme du milieu du XIIIe siècle, c'est tout à fait extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et non seulement elle apparaît dans une quarantaine de documents, mais on y voit toute sa famille. Et par-dessus le marché, parmi ces 40 documents, il y a 9 testament. Alors ça pose quand même une question. Comment quelqu'un peut-il établir 9 testaments? Pourquoi tous ces changements de point de vue? Pourquoi être revenu sur le métier autant de fois pour un document qui, malgré tout, n'est pas de première gaieté? Eh bien voilà ce que j'ai essayé de comprendre et voilà ce que je vais vous présenter ce soir. Tous les ressorts d'une succession compliquée. Mais d'abord, il faut que nous nous interrogions qui était Agnès Poire. On peut dire qu'elle appartient au clan familial, à l'un des clans familiaux dominants de la ville. Son père, Gérard, était banquier. Il n'était pas seulement banquier. Il a pris part de très près à l'administration de la commune. Il était également magistrat, très bon juriste.
parfois pris en référence pour régler des conflits entre des aristocrates. Aristocrates auxquels d'ailleurs il prêtait de l'argent. On a un contrat dans lequel il avance 1000 livres pour le seigneur de Rozoy à l'abbaye de Saint-Denis. 1000 livres, c'est une somme considérable si vous pensez que le prix d'une maison moyenne, de pierre et de bois, vous savez, ces maisons à soutènement, à soubassement de pierre et à structure de bois. Une maison comme celle-là était estimée dans les années 1250 à peu près à 20 à 40 livres. Donc vous voyez que Gérard Poire disposait de fonds considérables. Il brassait de l'argent. Donc Agnès est issue d'une grande famille, elle appartient à l'élite sociale lannoise du XIIIe siècle. Cette famille, probablement, a des racines très anciennes dans la ministérialité, c'est-à-dire dans le service de l'évêque de Laon. Ce sont des gens qui devaient administrer les domaines de l'évêque ou qui ont participé à la perception des impôts ou qui ont occupé de toute façon une place stratégique dans les fonctionnements de la société au XIIe siècle. Le nom de Poire n'apparaît qu'au XIIIe, donc c'est un surnom qui a été donné. Est-ce qu'il avait la tête en forme de poire comme certains rois de France? On ne sait pas, mais en tout cas, ce nom n'apparaît qu'au XIIIe siècle et c'est un surnom. Agnès Poire avait 7 frères et sœurs. C'est l'époque des grosses familles, début du XIIIe siècle, premier tiers du XIIIe siècle, 7 frères et sœurs. 2 sœurs dont on ne sait pas grand-chose. Elles ont dû être mariées de bonne heure et puis on ne les voit plus apparaître sous ce nom dans la documentation. Mais les frères, un Gérard, qui est évidemment le successeur désigné de son père, et puis un Guy avec qui Agnès s'entend assez bien. Et puis Jean, un prêtre, curé d'une des paroisses de Laon. Et puis son petit frère Guillaume, qu'elle aime beaucoup, vous verrez tout à l'heure, on en parlera. Bref, elle fait partie d'une fratrie importante. Évidemment, il faut avoir derrière la tête l'idée qu'à Laon, les fortunes sont partagées entre tous les héritiers, hommes et femmes. Et ça, vous allez voir que ça a des conséquences assez considérables sur la fin de la vie de la pauvre Agnès. En tout cas, Agnès était certainement, en tant que fille aînée de Gérard, sa préférée. Le problème, c'est qu'il y a un revers à cette médaille. Il fallait bien qu'Agnès soit mariée. Il n'était pas question, évidemment, qu'elle aille choisir elle-même un tourtereau de passage. Non, il fallait qu'elle soit mariée. Et qu'elle soit mariée, on pratiquait, vous savez, ce qu'on appelle l'hypergamie. Qu'elle soit mariée dans des conditions telles que cela apporte une promotion à la famille. Et donc, il fallait choisir un mari. Et choisir un mari, si possible, dans une société encore plus élevée, encore plus aristocratique, si possible. Gérard n'a pas trouvé à Laon, mais il a trouvé à Reims. Il avait des relations, évidemment, très importantes avec les Rémois. Laon était en étroite relation avec Reims, et il faut imaginer, par exemple, qu'un certain nombre de Rémois avaient pris à ferme des éléments de seigneurie à Laon. Ils étaient présents, dont des banquiers, qui étaient d'ailleurs les banquiers des foires de Champagne. C'est à un de ces hommes que Gérard Poire a confié sa fille Agnès. Là aussi, la médaille a un revers. Bon,
disons d'abord l'aspect positif de la chose. Agnès a été envoyée dans l'une des toutes premières familles de l'aristocratie, de la bourgeoisie archiépiscopale rémoise, des bourgeois de l'archevêque. C'était vraiment le haut du pavé dans la cité métropolitaine. Il a trouvé parmi les banquiers de ses relations un Hugues le Large. Le nom dit déjà assez l'ampleur de la personne. Au sens propre, je ne sais pas, mais au sens figuré, oui. Pierre Desportes considère qu'Hugues le Large était au tout premier rang de la haute société rémoise. Bon, c'est bien. Qu'est-ce qui attendait la jeune Agnès? Il lui attendait de vivre dans le luxe, de vivre dans une grande maison rémoise, entourée de serviteurs, entourée de toute une famille célèbre dans la ville, connue dans la ville, et menant évidemment un train de vie tout à fait remarquable. Elle vivait bien chez son père, Gérard. Elle vivait bien dans l'hôtel qu'il occupait rue de l'Évêché, un bel hôtel aristocratique avec des tourelles. Elle vivait, elle aussi, entourée de serviteurs. Elle avait été bien éduquée, probablement par des précepteurs, comme les filles de bonne maison de l'époque. Donc, pourquoi pas un petit dépaysement? Je disais, la médaille à son revers, c'est qu'Hugues le Large n'était pas de première jeunesse. Ce n'était pas le jeune tourtereau auquel la jeune damoiselle pouvait s'attendre. Hugues le Large était déjà veuf. Il avait été l'époux de la fille d'un prévôt du comte de Champagne, c'est vous dire le niveau social auquel on se trouve. Évidemment, Gérard était très heureux de pouvoir s'allier à une famille aussi prestigieuse. Songez que le beau-frère d'Agnès allait devenir doyen du chapitre cathédral de Reims, doyen du chapitre métropolitain. Donc vous voyez, nous sommes là dans une société vraiment de l'élite rémoise et de l'élite lannoise. Bon, Agnès a été envoyée à Reims. Elle a épousé Hugues le Large. Elle a vécu quelque temps dans cette famille. Ça n'a pas duré longtemps. Hugues le Large devait être un peu fatigué, probablement. Il l'a laissée veuve d'assez bonne heure, ce qui n'était pas forcément une mauvaise affaire, parce qu'elle a pu récupérer un douaire, sans doute, très confortable. Elle est restée en bons termes avec toute cette famille rémoise, et en particulier avec ce chanoine qui deviendra doyen de la cathédrale. Et puis elle est revenue à Laon. Elle a retrouvé sa famille. Et puis finalement, elle s'est choisie un mari qui s'appelle Oudard de Malval, et elle s'est très bien entendue avec la sœur d'Oudard de Malval qui s'appelle Comtesse d'Or. On voit que ces femmes ont été complices et se sont très bien entendues, et semble que ce mariage ait été assez favorable. Malheureusement, Oudard de Malval est décédé lui aussi assez rapidement. Deuxième veuvage. On ne va pas convoquer Agatha Christie pour savoir s'il s'est passé quelque chose. Mais enfin, voilà. Agnès s'est trouvée veuve 2 fois et probablement jeune. Elle hérite de son père. Alors, faisons l'addition. Le douaire laissé par la famille Le Large, qui devait être une somme d'argent très confortable, le douaire laissé par Oudard de Malval, ça, on n'en sait rien, mais quand même, il devait y avoir quelque chose aussi, et puis l'héritage du père. Et là, c'est là que les choses se corsent, parce que l'héritage du père, c'est quelque chose de tout à fait considérable, bien sûr, du point de vue de la valeur, mais surtout, c'est quelque chose de très considérable sur le plan symbolique, car Agnès hérite d'une partie des seigneuries que
que détenait Gérard Poire. Elle devient participante du pouvoir du clan, du pouvoir du groupe familial. Et la seigneurie dont elle dispose, ce n'est pas rien. C'est une seigneurie qui est en plein développement au nord de la ville, c'est la seigneurie de Saint-Marcel-Soulan. Et comme elle a beaucoup d'argent à placer, elle achète la seigneurie de Chanleu. Si bien qu'Agnès Poire, qui revient s'installer à Laon, revient comme une femme seigneur. Elle est seigneur de Chanleu et seigneur de Saint-Marcel. On ne parle pas directement de seigneurie, on parle de mairie. Mais c'est exactement la même chose en réalité. C'est-à-dire qu'elle détient des droits sur la population de ces deux faubourgs. Elle perçoit des vinages, c'est-à-dire des perceptions en vin. Elle perçoit des céréales. Elle perçoit de l'argent, des loyers, des censes, des amendes, des droits liés au procès. Bref, elle a tous les revenus d'un seigneur. Une jeune femme, au milieu du XIIIe siècle. Alors, on peut trouver ça très bien. Certains n'ont pas trouvé ça bien du tout. En particulier le frère aîné, qui avait hérité des affaires du père, des affaires bancaires, qui a repris la banque, qui a repris la tradition des études juridiques. Gérard II, le fils de Gérard Ier, Gérard II, le frère d'Agnès, était échevin. Il a été maire de la ville, maire de la commune. Et puis imaginez, c'est un homme qui, au milieu, vers 1240, était susceptible d'arbitrer un conflit entre l'évêque de Laon et le comte de Soissons, en tant que juriste. Donc vous imaginez la stature locale du frère d'Agnès Poire. Il n'a pas apprécié du tout qu'on donne une partie des seigneuries de la famille à sa sœur. Et à partir de là, on sent des tensions très fortes entre Agnès et son frère aîné et ses neveux et nièces. Gérard II avait 2 enfants, Isabelle et Raoul. Ce sont les 2 ennemis jurés de leur tante Agnès. Et on va voir comment ils l'ont littéralement persécuté. Donc, Agnès s'installe à Laon avec des revenus confortables. Elle n'a pas que ces 2 seigneuries. Elle a une jolie maison de campagne à Bray-en-Lannoy, avec un domaine, bien entendu. Une jolie maison de campagne, alors il y a un détail très amusant dans un des documents qui la concerne. On nous dit qu'elle y élève des animaux. On y soigne ses animaux dans cette maison de campagne. Alors, elle allait au week-end, ici un peu au sud de Laon, elle allait voir ses animaux. C'est un trait sympathique. Mais en tout cas, elle a également des domaines à Bray-en-Lannoy. De quoi dispose-t-elle d'autre? De toute une quantité de rentes et de loyers qu'elle perçoit allant sur des maisons, et aussi sur des étaux du marché. Son frère Jean, le curé, qui l'aimait beaucoup, lui a laissé une grande partie de ses biens, et en particulier des étaux sur le marché dont elle perçoit les bénéfices. De quoi dispose-t-elle encore? Eh bien, d'une belle maison de pierre, juste en face la porte de l'évêque, la porte fortifiée du palais épiscopal. Et cette belle maison de pierre, qui a évidemment aujourd'hui disparu, puisque tout le quartier a été modifié, avec la construction de l'Hôtel-Dieu, et puis par la suite, les destructions ont complètement modifié les environs de la porte épiscopale. Bref, cette maison était juste devant l'évêché. Elle avait donc cette maison à elle. Mais elle avait aussi un quart du grand hôtel familial de la rue de l'Évêché, cette grande maison aristocratique à Tourelle au milieu d'un enclos dont je vous parlais tout à l'heure. Elle en a hérité d'un quart. Évidemment en concurrence avec son frère aîné
et ses autres frères Guy et Guillaume. En tout cas, Agnès n'est pas dans la misère. Elle vit dans cette maison de la porte épiscopale confortablement, entourée de servantes. Elle a une servante qui s'appelle Elvie de Landouzy, avec laquelle elle s'entend très bien. Elle a un intendant, Viblet, qui s'occupe évidemment de l'administration de ses seigneuries et de ses biens, et puis probablement une multitude d'autres serviteurs qui s'occupent de ses domaines, de sa seigneurie et de sa maison. En tout cas, c'est une personne qui, sans doute, figurait parmi les femmes les plus riches de la ville. N'allez pas croire qu'elle est seule dans ce cas-là. Il y a d'autres femmes qui se sont construites des fortunes considérables. On verra ça tout à l'heure. En tout cas, Agnès Poix, au milieu du XIIIe siècle, vers 1250-1260, tient le haut du pavé dans la ville de Laon. Elle reçoit, je ne vais pas dire qu'elle tient salon, comme quelques aristocrates du XVIIIe siècle, mais elle reçoit. Et on sait qu'elle reçoit parce que dans ses multiples testaments, elle évoque ses amis, elle évoque ses relations. Et parmi ces relations, il y a du beau monde. Le seigneur de Rozoy, à qui son père prêtait de l'argent, qui vient chez elle, allant de temps à autre, quand il vient respecter ses obligations à la cour de l'évêque, juste en face. Le seigneur de Rozoy, le châtelain de Laon, de la famille Dussart, eh bien, elle a reçu successivement le père et le fils avec leurs épouses, et d'ailleurs, ils figurent dans son testament. Et puis, elles s'entendaient très bien avec la famille d'Aulnoy, les châtelains d'Aulnoy. C'est une famille qui a de multiples branches, et elle avait parmi ses amis proches un Pierre d'Achery qui fait partie de cette famille d'Aulnoy. Bref, du beau monde, des chevaliers, que dis-je, de nobles chevaliers et des châtelains. Rien que ça. Et puis, il y a évidemment les autres bourgeois de Laon. On va trouver dans ces relations les De Bruyères. Pour vous donner une idée, un De Bruyère a été maire de la commune au moins 12 fois. Pas le même, hein. Mais enfin, on voit ce nom parmi les maires de la commune un très grand nombre de fois. Les Corbel, un autre nom qui figure dans son entourage. Bref, des gens qui, comme elle, appartiennent à l'élite dirigeante de la cité, à l'élite dirigeante de la commune. Qui trouve-t-on encore dans l'entourage d'Agnès, d'une veuve jeune? Eh bien, on est surpris de voir qu'elle fréquente, par exemple, les frères du Val des Écoliers. Les frères du Val des Écoliers, ce sont des théologiens. Ce sont des gens qui sont vraiment des intellectuels. Et là, on peut soupçonner que cette femme qui a approché à Reims l'élite du clergé avait une connaissance, une éducation, une sensibilité religieuse qui lui permettait de converser avec des gens tels que les frères du Val des Écoliers, ou encore les franciscains. On en trouve un dans ses relations à Gérard de Troyes qui vient auprès d'elle et qui est présent dans un de ses testaments. Il est là quand elle écrit son testament. Et puis elle fréquente aussi les chanoines de Saint-Martin-de-Laon, avec qui elle a une relation particulière. Nous verrons ça tout à l'heure. En tout cas, sa maison est fréquentée non seulement par la haute aristocratie régionale, par la grande bourgeoisie lannoise, mais aussi par des représentants du clergé, et l'un d'entre eux, en particulier, qui sera l'un de ses exécuteurs testamentaires, il en fallait bien pour tous ces testaments, Gilles Liziard. Gilles Liziard, écoutez, c'est le petit-neveu de celui qui a fait construire la cathédrale. C'est-à-dire que ce personnage appartient à l'une des familles les plus célèbres de Laon, les Liziard. Pour vous donner une petite idée des choses, Pierre Liziard, le frère de Gilles, vivait dans un grand hôtel aristocratique
Et dans un morceau d'inventaire que j'ai retrouvé, il possédait 17 écuelles d'or. Donc c'est vous dire le niveau de fortune, le niveau social de ces gens. Bref, Gilles Lysiard, chanoine de la cathédrale, grand juriste lui aussi, proche du pape Urbain IV, dont il avait été secrétaire et conseiller quand Jacques II était encore à Laon. Gilles Lysiard fréquentait régulièrement l'hôtel d'Agnès Poix. Donc vous voyez dans quel milieu on évolue. Vous voyez cette femme encore jeune qui reçoit, qui peut parler de sujets assez variés et se mêler d'une certaine vie religieuse et intellectuelle. Et puis Agnès Poix est une grande bienfaitrice des hôpitaux et des pauvres. C'est dans le manuscrit, dans le cartulaire de l'Hôtel-Dieu de Laon que j'ai découvert sa présence. Et elle y figure à de diverses reprises. C'est une grande bienfaitrice des hôpitaux. Et puis elle a également une sympathie particulière pour les abbayes cisterciennes de femmes. L'abbaye du Sauvoir-Soulan, qui a reçu son soutien, l'abbaye du Rosier à Reims, dans la région rémoise, où probablement elle avait quelqu'un de son ancienne famille, enfin de la famille de son premier mari, parce qu'elle est restée en relation avec cette abbaye. Bref, vous voyez un petit peu l'univers social, économique et intellectuel dans lequel évoluait cette femme. J'ai fait un petit peu tout à l'heure l'inventaire de sa fortune. Et cette fortune, tout à fait considérable, vous le pensez bien, allait faire des jaloux, sinon plus. J'ai déjà un peu amorcé le problème en vous disant combien Gérard Poix, le fils, avait été choqué que Gérard Ier cède une partie des seigneuries de la famille à sa fille. L'objectif numéro 1 de Gérard, puis de ses enfants, Hugues et Isabelle, a été de récupérer ces seigneuries de Saint-Marcel et de Chanteloup. Ils vont employer tous les procédés possibles. Alors on va voir le déroulement de cette succession difficile, parce que là, il faut tout de même, je crois, se replacer dans le contexte particulier du rapport de force qu'exerçait Gérard, je vous le disais tout à l'heure, grand juriste, maire de la ville, et puis son fils Raoul était juré de la ville, et puis son beau-fils, le mari d'Isabelle, Pierre Bérard, était lui aussi juré, et il a été échevin. Imaginez, ces gens sont puissants, ils peuvent exercer des pressions, ils peuvent disposer d'instruments juridiques pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Eh bien, Agnès va devoir résister à tout cela. Elle ne commence à s'inquiéter de sa fin prochaine qu'en 1264. Je ne sais pas exactement quel âge elle a à ce moment-là. Je dirais qu'elle est peut-être née à peu près avec le siècle ou vers 1210, mais je n'en sais rien. Bon, on peut soupçonner en tout cas qu'elle a un peu plus de 60 ans. En 1264, elle établit son premier testament, en grande pompe. Elle convoque évidemment les notaires de l'official, et puis une partie de ses amis, et elle fait établir un document dans lequel c'est la grande distribution. Imaginez, elle distribue déjà 250 livres en argent. 250 livres. Hein, ça fait le prix d'une dizaine de maisons, ça. Hein, 250 livres en argent qui vont être distribués entre le seigneur de Rozoy, le chevalier Pierre d'Achery, le châtelain de Laon, Hugues de Sable, et puis les abbayes. Abbaye de Saint-Jean, abbaye de Saint-Martin,
abbaye du Sauvois, etc., abbaye du Rosier. Et puis, tout de même, un peu la famille. Mais dans ce testament, il n'y a que 2 membres de la famille qui sont représentés. Bon, déjà, certains de ses frères sont morts. Jean, le curé, qui lui a légué une partie de sa fortune, est décédé. Les 2 jeunes femmes, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues, bourrées et collées, elles s'appelaient. Le petit dernier, Mathieu Bridou, on n'en entend pas parler. Les 2 présents dans le Premier Testament d'Agnès Poire sont Guillaume et son petit-fils Guyot. Et les 2 hommes vont se partager 2 magnifiques clos, parce que j'ai oublié tout à l'heure de vous dire que dans la fortune d'Agnès Poire, il y a plusieurs grands clos de vignes, des clos célèbres, Courte Charrière, Cher-Barguaigne, Saulon-Bertin, Le Cellier, de grands clos, tous exposés au sud, certains du côté de la cuve Saint-Vincent, d'autres au pied de la Porte-Royer. Bref, Guillaume et Guyot se partagent 2 des très beaux clos d'Agnès. Qui trouve-t-on encore dans ce testament? La cathédrale de Laon. Elle donne une somme rondelette pour la fabrique, c'est-à-dire pour l'entretien de la construction. Et elle donne également une somme importante pour la construction de l'abbatiale de Vauclair. Nous sommes en 1264, la grande abbatiale gothique de Vauclair est en construction et Agnès Poire participe aux frais de la construction. Et puis tout le reste va aux pauvres. C'est-à-dire qu'elle demande que tout ce qui n'est pas nécessaire à honorer les présents qu'elle fait dans la première partie de son testament, que tout le reste soit vendu et distribué aux pauvres des hôpitaux et des paroisses de Laon, des hôpitaux et des paroisses de Reims, sous la responsabilité de son beau-frère Hugues le Large, le doyen du chapitre cathédral. Sont absents, je répète, évidemment ceux qui sont décédés, certains des plus jeunes, mais surtout le neveu, la nièce et le frère aîné. Gérard, Isabelle et Raoul sont absents du testament. On comprend tout de suite, on comprend tout de suite ce que cela veut dire. Quelques mois après, en janvier 1265, Agnès Poire fait faire un correctif à son premier testament. J'en sommes au 2e. Ce correctif de janvier 65 prévoit de donner 10 livres de l'an à quelqu'un de dévoué qui fera le pèlerinage à Rome et qui ira prier pour elle sur le tombeau des saints apôtres. Donc, déjà, elle a quelques préoccupations sur le plan spirituel. Et puis, elle prévoit de donner une somme importante, 10 livres de l'an, au Val des Écoliers. Ces gens avec qui elle s'entretient, il y a un frère du Val des Écoliers qui figure plusieurs fois dans son entourage. Et puis surtout, et enfin, je disais tout à l'heure qu'elle avait un lien particulier avec Saint-Martin-de-Laon, avec les chanoines prémontrés de Saint-Martin. Eh bien, elle élit sépulture dans l'abbatiale de Saint-Martin-de-Laon. Elle donne son corps à l'abbaye de Saint-Martin-de-Laon. Ce rapprochement avec Prémontré est évidemment un rapprochement d'ordre spirituel, mais vous pensez bien qu'il va être suivi irrémédiablement d'un rapprochement d'ordre matériel au profit des chanoines. Ce second testament ne corrigeant pas le premier, le neveu et la nièce sont particulièrement remontés. D'autant que leur père Gérard est mort, ils ont maintenant les commandes en main
et ce sont eux qui vont commencer à faire pression pour obtenir ce que leur tante ne veut pas leur laisser. Alors, comment font-ils? Eh bien, un procès. Quand on est chez les juristes, quand on a une formation de juriste, comme c'est le cas de Raoul Poivre ou de Henri Guérat, on pense tout de suite à un procès. Et ils vont traîner Agnès Poivre en justice devant l'official de l'an. La pauvre femme, le mot n'est peut-être pas bien choisi, mais en tout cas, Agnès réagit avec beaucoup de vigueur. J'ai intitulé cette conférence « Une femme de caractère », vous allez voir. Elle réagit avec beaucoup d'autorité. Que fait-elle? Eh bien, la seigneurie de Chanleu, qu'elle a achetée avec ses deniers provenant sans doute de son douaire, des mois, cette seigneurie de Chanleu, elle la donne immédiatement aux chanoines de Saint-Martin-de-Lans. C'est-à-dire que le neveu et la nièce voient disparaître tout espoir de mettre la main un jour, de récupérer un jour cette assise du pouvoir de leur famille. Scandale. Scandale. Ça, je peux vous dire que dans une famille, dans un ligne, on peut presque dire un lignage comme celui-là, au milieu du XIIIe siècle, une opération pareille, une donation entre vifs, qui aliène une partie importante d'une seigneurie comme la seigneurie de Chanleu, ça a été très mal vécu par la famille. Pour enchaîner, parce qu'elle ne s'arrête pas là, elle va enfoncer le clou en donnant à son petit frère bien-aimé Guillaume et à son petit-neveu Guyot à nouveau des vignes. Elle en ajoute. Et puis, enfin, quelques temps plus tard, on en est au 5e Testament, là, je ne peux pas tous les énumérer, mais là on en est au 5e Testament. Dans le 5e Testament, elle donne à Saint Martin son plus beau et son plus célèbre clos, le Cellier. Le clos du Cellier de Lans était encore, je crois, il faudrait que je vérifie cela, mais était encore connu au XVIe siècle. En tout cas, il était au XVe, ça je l'ai vu dans les documents, mais était considéré comme l'un des meilleurs clos de la ville. Elle se rapproche encore de l'abbaye de Saint-Martin et dans ce 5e Testament, elle se place sous la protection des chanoines de Saint-Martin et elle demande à entrer dans leur communauté spirituelle. Bon, c'était certainement une très bonne façon de se mettre à l'abri contre les assauts répétés des neveux et nièces. Vous allez voir pourquoi. L'official de Lans a fini par rendre son verdict. Oh, il a pris un peu de temps. La justice prend son temps. Ça lui a demandé un peu plus d'1 an. Verdict. Non, Raoul et Isabelle n'ont pas été lésés. Non, il est normal que Agnès Poivre dispose des biens dont elle a hérité et des biens dont elle a fait l'acquisition. Personne ne peut rien redire. Malgré tout, la pression de ces gens est telle que l'abbaye de Saint-Martin se verra contrainte de verser quelques dédommagements. Vous imaginez un petit peu les transactions qu'il a pu y avoir, les tractations qu'il a pu y avoir pour en arriver à ce résultat. En tout cas, Agnès Poivre, très affectée certainement par cet épisode judiciaire et par l'agressivité, au fond, d'une partie de sa famille, va remettre une couche, si j'ose dire. Et là, c'est grave, parce que son testament suivant va donner tout simplement un quart de l'hôtel familial de la rue de l'Évêché aux chanoines de Saint-Martin.
On devait les canner dans les rues blancs. Je peux vous dire qu'une opération pareille, ça ne passait pas inaperçu. C'est effectivement invraisemblable. Imaginez que le cœur du patrimoine de ce clan, ce qui fait son image dans la ville et dans toute la région, ce bâtiment aristocratique avec des tours qui manifeste la splendeur, la richesse, le pouvoir de la famille Poix, se trouve aliéné d'un quart en faveur des bons chanoines de Saint-Martin. Ce fut un événement. Ce fut un événement. En tout cas, inutile de vous dire que le neveu et la nièce ont été particulièrement choqués et ulcérés de ce nouveau coup porté à leur prestige. En tout cas, ils ont dû mener la vie dure à cette pauvre Agnès, car nous en arrivons à l'étape suivante, 7e testament. Comme elle a fait beaucoup de donations entre vifs, entre-temps, le premier testament, celui qui avait été fait en 1264, ne vaut plus grand-chose. Donc il faut en faire un. Il faut remettre en somme, il faut reprendre la situation et voir ce qui est encore possible après toutes ces aliénations. 7e testament, et là on voit que l'univers de cette femme a considérablement rétréci. Et là c'est le signe évidemment de son vieillissement et de sa perte de rayonnement dans la ville. Son univers a rétréci car on ne trouve plus dans ce testament, bien sûr, que ses serviteurs, à qui elle confirme, envers qui elle se montre généreuse à nouveau. On ne trouve plus que son petit-neveu Guyot, à qui elle confirme la possession de ses vignes. Elle confirme à Saint-Martin-de-Lans la possession complète de la seigneurie de Saint-Marcel et de la seigneurie de Chanleu. Et puis enfin, elle fonde son anniversaire dans l'église de Saint-Rémy à la Place, Saint-Rémy au velours. Elle fonde son anniversaire en laissant une grosse somme qui va permettre d'entretenir un chapelain. Et enfin, elle demande que tout le reste soit vendu pour être distribué aux pauvres. Voilà la situation dans laquelle on se trouve en mars 1266, c'est-à-dire 2 ans après l'établissement du Premier Testament et après cette longue querelle qu'il a opposée à sa famille. Les exécuteurs testamentaires d'Agnès Poix sont Gilles Lysiard, l'un des grands notables du chapitre cathédral, l'official de Lens, c'est-à-dire le juge suprême des affaires ecclésiastiques, et l'abbé de Saint-Martin. Donc vous voyez que là, cette fois, elle est bien protégée. Et que personne ne pourra contester ce 7e testament. Pourtant, quelques semaines plus tard, elle fait établir un 8e testament. Pourquoi ? Alors ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien tout simplement parce que ce testament n'est évoqué que dans un document où on dit qu'il a été fait, remis au procureur de Saint-Martin-de-Lans et aussitôt annulé. Donc, que s'est-il passé ? A-t-elle eu des remords ? A-t-elle été soumise à des pressions ? On ne sait pas. En tout cas, le 8e testament a disparu, je ne pourrai rien vous en dire. Reste le 9e et dernier, qui est établi 2 mois avant sa mort, en septembre 1266. Il est établi en présence du procureur de l'abbaye Saint-Martin de Prémontré et en présence d'un frère du Val des Étoiles. La vieille dame se déclare endettée. Elle se déclare endettée matériellement et spirituellement à l'égard de l'abbaye de Saint-Martin. Elle se confie
à la communauté. Elle entre en maison de retraite, simplement. Elle se confie à la communauté et la communauté devient légataire universel et gestionnaire universel de tous ses biens. Voilà. C'est ainsi que se termine l'histoire. Agnès meurt 2 mois plus tard, en novembre 1266. Alors vous allez me dire, tous les testaments, que s'est-il passé? Eh bien, il y a un épilogue à cette affaire, assez surprenant, je dois dire, parce que c'est un cas unique. Je n'ai rencontré ça nulle part ailleurs. 1 an après, Guillaume, le petit frère bien-aimé, est le dernier de la famille dont on n'a presque pas entendu parler, qui s'appelle Mathieu Bridou. Les 2 frères survivants d'Agnès Poire sont convoqués par l'abbé de Saint-Martin devant l'official de l'an. Et l'abbé de Saint-Martin remet solennellement aux 2 héritiers les parts de l'hôtel aristocratique, c'est-à-dire le quart de la maison de Gérard Ier. Il leur remet également la maison d'Agnès, qui devient leur propriété, et il leur remet 2 des plus beaux clos de vignes qu'Agnès avait légués à l'abbaye de Saint-Martin. Et qu'il y a quand même, de la part de l'abbaye de Saint-Martin, une reconnaissance de la situation et une espèce de rétablissement d'une sorte de justice dans cette difficile affaire de la succession d'Agnès. En tout cas, le cas d'Agnès Poire est intéressant à plus d'un égard. En premier lieu, bien sûr, il nous montre tous les aspects que peut recouvrir le vieillissement d'une personne riche dans une famille où des jalousies se manifestent. Mais ça, je crains, hélas, que ce ne soit pas une particularité du XIIIe siècle. Il nous montre également la fragilité d'une personne âgée dans cette société, mais par la nôtre aussi. Ce qui est frappant ici, c'est que nous voyons une femme qui a vécu des choses difficiles, certainement, mais une femme qui est maîtresse d'elle-même. Elle n'est pas sous tutelle, comme on dit quelquefois que sont les femmes du XIIIe siècle. Elle n'a pas un surveillant qui l'autorise à signer des chèques. Non, elle est indépendante. Elle dispose de sa fortune. Elle prend elle-même les décisions. Elle gère et administre par son personnel interposé ses seigneuries. Elle est seigneur de 2 villages, et pas n'importe lesquels, 2 faubourgs de l'An. C'est tout de même extraordinaire. Nous sommes au temps de Saint-Louis, dans les années 1250. Retenons cette silhouette de femme tout à fait digne, tout à fait étonnante. Durant ces dernières semaines, à la demande d'un collègue et pour une communication à l'Institut, on m'a demandé de revenir sur le cas des femmes lannoises au milieu du XIIIe siècle. Pendant ces mois d'été, j'ai réuni 752 fiches. C'est-à-dire que sur 752 femmes vivant à l'an entre 1230 et 1270, j'ai un petit dossier. Et sur certaines d'entre elles, j'ai un gros dossier. C'est tout à fait étonnant, parce que j'ai fouillé les bibliographies, mais il n'y a pas d'étude de ce genre qui ait été faite sur une telle population de femmes pour le milieu du XIIIe siècle. On vous parle dans les histoires des femmes des cas exceptionnels, des femmes pour lesquelles on a une documentation relativement accessible. Mais toutes ces femmes qui apparaissent dans tous les actes du quotidien qui sont conservés à l'an, toutes ces femmes, on va pouvoir
savoir exactement quelle était leur situation. Oh, j'en ai déjà une petite idée que j'ai exprimée dans ma thèse, mais je vais mener une enquête beaucoup plus approfondie, en particulier sur le plan juridique, pour comprendre quels étaient exactement leurs droits, quelle était exactement leur situation dans la société. En tout cas, Annie Espoir nous montre justement quelque chose de très frappant. Au début du siècle, elle est la chose de son père, qui la marie d'autorité et qui l'utilise pour la promotion de sa famille. Mais au milieu du XIIIe siècle, elle est cette femme indépendante, ce seigneur de 2 villages, riche et évidemment indépendante, recevant chez elle, je l'ai dit tout à l'heure, le gratin de la société locale, s'entretenant avec des clercs de haut niveau. Je crois qu'on peut garder cette image en définitive et oublier les souffrances qu'elle a peut-être vécues dans son transfert dans cette famille rémoise. Imaginez une jeune fille comme ça renvoyée chez un vieux monsieur, dans le lit d'un vieux monsieur. Cette violence. On peut peut-être oublier ça et conserver ce changement qui s'est produit et qui a donné à cette femme une situation tout à fait exceptionnelle dans la société de l'époque. Et Annie Espoir n'est pas la seule. Je pourrais vous parler d'Helvide Ducloix, mais enfin pour ce soir ça va suffire. Je pourrais vous parler de Rose de Bourguignon et de bien d'autres. Les femmes avaient alors une situation, des droits que j'aimerais bien pouvoir rencontrer ailleurs. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Saint-Denis, pour cette très belle conférence. Est-ce que vous avez des questions pour Monsieur Saint-Denis? N'hésitez pas, si vous voulez des éclaircissements. Une question concernant la famille Poire, jusqu'à quelle date à peu près vous la restez dans les documents d'archives? Oh ben très tard, puisque Raoul, dont il est question, là, ce personnage peu aimable avec sa tante, Raoul est devenu à la fin du XIIIe siècle officier royal. Il est devenu garde du sceau du bailliage du Vermandois. Il était donc officier royal. Et il a des descendants tout au cours du XIVe siècle. Donc je pense que la famille Poire, on doit encore pouvoir la repérer dans la documentation du XIVe siècle. Malheureusement, documentation relativement mince à certains égards. Mais je ne sais pas au-delà. Voilà. Merci, puis vous pourrez vous retrouver beaucoup de ces personnages dans Apogée d'une cité, Lan et Lannoy, au XIIe et XIIIe siècle. Alors le lycée nous offre un cours. Alors c'est dans la salle qui se trouve à côté, donc dans la salle Louis Macquot. Et là, vous pourrez vous procurer le volume du bulletin de la Société historique dédié à Claude et pour l'apogée d'une cité de M. Saint-Denis. Donc Guy est là? Non, je ne vois plus. Guy. Non? Ok, il est déjà dans la salle. Bon, on va vous guider vers la salle Louis Macquot. Merci beaucoup.